Ce mardi-là, le Burkina Faso a stoppé net l'entrée de semences et d'engrais occidentaux. En une ordonnance signée, des convois entiers ont été immobilisés, des contrats gelés et une dépendance vieille de décennies mise en suspens, pendant que ministres, soldats et paysans prenaient acte d'un virage proclamé souveraineté agricole. Ibrahim Traoré n'a pas seulement fermé un robinet commercial, il a défié l'architecture qui liait le sol, le crédit et la récolte, en posant une question qui nous implique tous. Peut-on nourrir un pays sans intrants du Nord? Si oui, à quel prix? Et voit quelle endurance collective? Ce que le Burkina Faso vient d'amorcer n'est pas une crise passagère, c'est une expérience de survie grandeur nature. En suspendant 2,7 milliards de dollars d'importation d'intrants, Ibrahim Traoré convertit une facture en pari, récupérer, graine après graine, le droit de décider quoi semer, quand et pour qui. Le bénéfice attendu tient en 10 mots, une souveraineté alimentaire mesurable par ses propres récoltes. Mais la promesse porte son revers. Rendement en baisse, rupture d'approvisionnement, pression diplomatique, sanctions possibles et un calendrier climatique impitoyable. Dans ce vide laissé par les fournisseurs, chaque ferme devient un laboratoire, chaque village une coopérative, chaque marché un baromètre de résilience. Les partisans parlent de dignité retrouvée, les sceptiques d'idéalisme coûteux. Au centre, une vérité têtue s'impose, dépendre d'autrui à un prix, s'en libérer aussi. Entre ces deux additions, le gouvernement tranche pour l'endurance et confie au pays une mission simple à formuler, difficile à tenir: transformer la pénurie contrôlée en apprentissage collectif mesurable et rendre des comptes, chiffres en main, semaine après semaine. Dès les 2 premières semaines, un chiffre a donné l'échelle du pari: 1 million d'hectares à restaurer sous un programme baptisé Opération Souveraineté Verte. Ce n'était plus un geste symbolique, c'était un démontage méthodique de l'ancien modèle avec calendrier, filière et responsabilité. À Waïgouya, Kaya et San Matenga, des convois publics ont repris les dépôts d'engrais chimiques pendant que les radios répétaient une consigne unique: cultive avec ton sol, pas contre lui. Les images ont circulé comme une onde, camions scellés, paysans applaudissant, ministres lisant le décret. Les titres occidentaux ont crié à la témérité. En Afrique, on a parlé de renaissance. Pour la première fois depuis des décennies, le Burkina Faso assumait la fin temporaire plutôt que la dépendance perpétuelle. Derrière la ferveur, l'équation restait périlleuse. Comment remplacer en quelques mois des intrants industriels par des solutions artisanales sans effondrer la saison? Des agronomes locaux formaient les villages à produire du bio-engrais à base de cendres et de fumier. Les semences indigènes de mil, sorgho et niébé, longtemps jugées peu rentables, redevenaient la charpente de la survie. Des bibliothèques de semences rouvertes, des patrouilles de distribution, des marchés réorientés, l'économie du quotidien basculait vers le circuit court. Ibrahim Traoré est alors apparu à la télévision en uniforme simple, tenant des graines locales dans la paume. « Nous planterons ce que nos ancêtres nous ont laissé, pas ce que l'on nous dicte », a-t-il dit. La phrase, reprise des milliers de fois, a transformé une réforme technique en manifeste continental. En rompant le contrat silencieux qui liait paysans et multinationales, utiliser la graine importée, acheter l'engrais importé, vendre la récolte au même système, le pays a rouvert une page que l'on croyait tournée, celle où l'Afrique écrit elle-même la recette de son pain. Et la question semée dès l'aube est restée suspendue, obstinée: si l'on peut nourrir un peuple sans permission, pourquoi fallait-il tant de temps pour oser l'évidence? Dans le Nord, un homme nommé Yacouba a résumé la révolution en une phrase: « Je sème le mil de mon père. Il nourrissait 12 enfants. Pourquoi pas nous ?» Son visage, marqué par la sécheresse et les saisons manquées, est devenu une icône de la nouvelle ère. Autour de lui, les coopératives se multiplient, les anciens silos rouvrent et des jeunes en gilets verts sillonnent les pistes pour raviver des banques de semences oubliées. Ibrahim Traoré, dans ses allocutions, cite ces visages avant les chiffres. Il sait que la légitimité se construit moins par des promesses que par des preuves visibles: sacs de compost levés à bout de bras, marchés réorganisés, jardins collectifs derrière les écoles.
À San Matenga, Tenkodogo et Bobo Dioulasso, des cérémonies de brûlage d'emballage importés se transforment en rituels sobres. On y chante moins la colère que la libération, moins l'isolement que la responsabilité. Les économistes prévoyaient la panique. C'est l'organisation qui a répondu. Les villages ont partagé compost et savoir, les femmes ont repris la boussole des marchés et des étudiants en agronomie ont cartographié les sols pour orienter les mélanges organiques. En quelques semaines, une économie de survie s'est muée en mouvement civique. On ne consomme plus par habitude, on choisit par cohérence. Ce que certains commentateurs appelaient chaos, le Burkina l'a traduit en apprentissage. Et dans cette mutation silencieuse, Ibrahim Traoré a glissé de la figure de chef d'État à celle de tuteur de terre, rôle ingrat mais décisif. Soutenir sans étouffer, guider sans commander, laisser la preuve pousser à son propre rythme. Tout a commencé par un décret. Très vite, le pays s'est mis en mouvement. Dès le 3e jour, les routes du nord et de l'ouest furent tenues par des brigades agricoles qui contrôlaient chaque cargaison. Ibrahim Traoré voulait une rupture totale. Plus aucun sac d'engrais chimiques ne devait franchir les frontières. Dans les entrepôts d'État, des tonnes de produits importés furent saisies, répertoriées, puis remplacées par des mélanges artisanaux préparés dans les villages. Les premières semaines furent heurtées. Les prix du maïs et du riz grimpèrent d'environ 40%. Les rumeurs de famine circulaient. Pourtant, la colère n'éclata pas. À la place, une sérénité rigoureuse gagna les campagnes. Sur les radios locales, on répétait « Nous nourrirons la terre avant qu'elle nous nourrisse ». Chacun comprenait qu'il participait à un tournant historique. Ibrahim Traoré réapparut à la télévision, calme, presque sévère. Il expliqua que la dépendance coûte plus cher que la pénurie, que l'autonomie exige du courage avant d'apporter du pain. Ces mots furent repris sur les murs des villes. L'indépendance n'est jamais commode, mais elle est toujours juste. Derrière cette grammaire de l'effort, l'appareil administratif avançait. Dans les coulisses, le plan AES, Alliance pour la souveraineté alimentaire, prit forme. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger décidèrent de mutualiser leurs ressources, compost, biochar, semences locales, infrastructures hydrauliques. Le premier convoi d'engrais organiques arriva de Zinder, 10 000 tonnes pour les provinces les plus sèches. Des ingénieurs nigériens aidèrent à monter des digesteurs de biogaz destinés aux plateformes de compostage. À mesure que les semaines passaient, un schéma se dessinait. Les prédictions de désastre ne se réalisaient pas. Le pays tenait. L'économie ralentissait mais ne s'effondrait pas. Les champs, redevenus terrain d'expérimentation, accueillaient de nouveaux visages, étudiants en agronomie, ingénieurs, soldats volontaires. On mesurait, on comparait, on ajustait, on semait en bande, on compostait en andins, on irriguait par rotation. Puis vinrent les premières pluies. À Kaya, une caméra saisit un enfant arrosant un plant de 1000 à côté de son père. Derrière eux, un poster d'Ibrahim Traoré portait ces mots « Nous plantons la liberté ». L'image fit le tour du continent. Pendant ce temps, les chancelleries occidentales s'alarmaient. À Bruxelles, un mémo interne parla d'un précédent dangereux pour les marchés européens. À Washington, des think tanks évoquèrent une chaîne d'influence en rupture. À Ouagadougou, l'atmosphère restait concentrée, presque spirituelle. Là où l'on craignait la faim, naissait la fierté. Là où l'on prédisait l'isolement, s'installait la coopération régionale. Ibrahim Traoré avait parié contre les chiffres, mais voit l'histoire. Et chaque jour de calme rendu au marché valait pour ses soutiens un paragraphe supplémentaire dans le manuel d'une indépendance possible. Sur le terrain, l'État déploya des équipes mixtes, agronomes, gendarmes, agents des eaux et forêts. Ils cartographièrent les sols, posèrent des repères, distribuèrent des kits de mesure humus-pluie, accompagnèrent les communes dans l'organisation de marchés paysans temporaires. Chaque fin de semaine, un point de situation publique comparait les provinces, progrès, manque, correction. Ce rituel de transparence, inédit, réduisit les rumeurs et installa un réflexe utile vérifié avant de paniquer. Le premier bilan, établi après 6 semaines, a surpris jusqu'aux plus sceptiques. Les services agricoles ont publié des tableaux sobres, lisibles, que les radios ont relayés ligne par ligne. Au lieu d'un effondrement, on observait une translation, moins d'achats extérieurs,
plus de fabrication locale et une organisation sociale qui se resserrait autour des filières coursiers courtes. Premier repère chiffré, 2,7 milliards de dollars, c'était la facture annuelle des intrants importés. Elle servait de base de comparaison, non de nostalgie. Chaque sac de compost produit, chaque tonne de biochar séché, chaque digesteur monté était comptabilisé en importation évitée. Autrement dit, le pays ne mesurait pas seulement ce qu'il perdait, il objectivait ce qu'il cessait d'acheter. Deuxième repère, 1,4 milliard équivalent, importation évitée au rythme observé, extrapolé sur 12 mois. Le chiffre ne disait pas que l'argent tombait du ciel, il indiquait qu'une part substantielle de la dépendance changeait de nature. On remplaçait le chèque par du temps, par du travail, par de l'entraide organisée. On substituait un coût financier par un coût d'effort assumé et visible. Troisième repère, 15% de baisse moyenne de rendement sur les cultures céréalières suivies. Ce recul, annoncé va redouter, n'était pas nié. Il était expliqué. Transition d'itinéraire technique, sol en convalescence, apprentissage de dosage, calendrier des pluies serré. Les agronomes insistaient sur la dynamique plus que sur l'instantané. On perdait en volume, on récupérait de la vitalité du sol et l'on évitait des achats en devises. Ibrahim Traoré a mis ces 3 repères au centre de son discours de mi-saison. Il a martelé que l'enjeu n'était pas de gagner une bataille de chiffres, mais de bâtir une méthode d'indépendance vérifiable. Annoncer quelques indicateurs, les expliquer, les corriger et recommencer. Dans les marchés, cette grammaire a fini par s'entendre. Les ménages, autrefois aimantés par le riz importé, redécouvraient mil et sorgho. Les coopératives féminines structuraient l'offre de compost. Les communes organisaient des foires d'échange de semences. Ainsi, 3 nombres, la facture d'hier, l'effort d'aujourd'hui, la perte temporaire, décrivaient une même trajectoire. Ce n'était ni une victoire triomphale, ni un désastre irréversible. C'était un mouvement de fond, où l'on acceptait de payer maintenant pour acheter moins demain et où l'on apprenait collectivement à faire tenir l'économie sur son propre sol. Dans les coulisses, la méthode se raffermit. Des fiches techniques circulaient de village en village. Comment composter sans eau abondante, comment doser cendres et fumier, comment éviter les brûlures de plants. Les écoles agricoles envoyèrent des binômes d'étudiants en appui, non pour commander, mais pour documenter ce qui fonctionnait et ce qui échouait. Chaque semaine, un bulletin synthétique rassemblait ces retours et corrigeait les consignes. Ce va-et-vient entre terrain et centre administratif, banal dans l'industrie, devenait le cœur battant d'une souveraineté alimentaire en construction. Dans les foyers, on s'ajustait aussi. Les recettes changèrent de texture, les étals de couleur. Le pain quotidien se fit plus rugueux, moins blanc, mais plus stable, car moins dépendant des camions venus de loin. Une vendeuse de sorgho à Caya l'a dit au micro d'une radio communautaire « Ce n'est pas le plus beau, mais c'est le nôtre ». Et cette phrase, simple, a résumé l'économie politique du moment, une esthétique de l'effort assumée. Au pays, le cap demeure. Tenir la saison, tenir les marchés, tenir parole. Ibrahim Traoré l'a répété sans emphase. La transition n'est pas une posture, c'est un travail patient, mesuré, qui s'enseigne et se prouve. Les critiques n'ont pas tardé à se manifester. Pour certains économistes burkinabés, la politique d'Ibrahim Traoré risquait de sacrifier des milliers de familles rurales sur l'autel de l'idéalisme. Sans les engrais occidentaux, les récoltes s'effondreront, les prix exploseront et le pays finira par importer encore plus, avertissait un député de l'opposition. D'autres voix internationales, plus dures encore, parlaient d'un suicide économique déguisé en révolution morale. Face à ces arguments, le gouvernement a choisi la transparence, diffusion hebdomadaire des indicateurs agricoles, publication des rendements suivis, ouverture des dépôts à la presse. Les données ont contredit les prophéties de chaos. Si la production globale fléchissait, la consommation intérieure s'équilibrait, les circuits courts amortissaient les chocs. Les ménages ruraux dépensaient moins en intrants et réapprenaient des savoir-faire tombés en désuétude. Ibrahim Traoré a reconnu les limites. Nous ne prétendons pas à la perfection. Nous expérimentons l'indépendance, et cela comporte des échecs. Mais c'est en échouant sur notre sol que nous apprenons à nous tenir debout. La formule a circulé dans les médias africains, transformant la critique en carburant moral et méthodologique. Documenter, corriger, persévérer.
Au terme du deuxième mois, le Stillman du projet AES n'était plus une défense idéologique, mais empirique: accepter les pertes d'apprentissage, gagner en contrôle des filières, réduire l'exposition aux devises et bâtir une confiance publique par la preuve. Même certains experts européens, en privé, concédaient non que la stabilité sociale du Burkina contredisait leur modèle d'effondrement rapide. Ainsi, le doute initial s'est métamorphosé en méthode. Les erreurs devenaient des mesures, les reculs des ajustements, les objections des tests, grandeur nature. Dans cette logique, Ibrahim Traoré redéfinissait la résistance, non pas s'opposer pour triompher, mais persister pour comprendre, et chemin faisant, équiper la société d'outils qui lui resteront après la crise. Deux arguments de fond demeurent toutefois sérieux. Le premier, la substitution locale peut masquer des inégalités régionales si les provinces les mieux organisées captent l'appui logistique. Réponse du gouvernement: comité de péréquation et priorisation des zones sèches. Le second, l'attrition des rendements pourrait durer plus d'une saison. Réponse des agronomes: trajectoire différenciée, protocole comparatif, publication des résultats pour arbitrer sans slogan. Au milieu du troisième mois, une phrase a traversé les ondes comme un éclair. Pour trop longtemps, nous avons importé notre faim. C'était Ibrahim Traoré, en direct depuis Ouagadougou. En 8 mots, il inversait la narration. Ce n'était plus une transition agricole, c'était une reconquête morale, sobre et têtue. Derrière lui, des images montraient des entrepôts convertis en usines de compost, des femmes remuant des cuves de bio-engrais, des enfants triant des graines locales. La pénurie annoncée s'était muée en production partagée. L'État ne commandait plus, il coordonnait. Les provinces tenaient leurs inventaires, ajustaient les échanges, signalaient les besoins par radio communautaire et tableaux publics. À l'international, la phrase devint un mot de passe. Dans les chancelleries, une provocation. Dans les villages, un manifeste. Entre les deux, un continent s'éveillait à une idée simple. La souveraineté ne se négocie pas, elle se cultive saison après saison. Et à ce point médian, le risque assumé paraissait moins une bravade qu'une pédagogie. Apprendre ensemble à produire ce que l'on consomme, sans permission. À partir de là, le récit cessa d'être défensif. Il devint une méthode, répétée de village en village pour tenir debout sans tutelle. 3 mois après le décret, les conséquences du choix d'Ibrahim Traoré s'étendaient à tous les niveaux de la société. L'économie d'abord s'était recomposée autour de 4 pôles concrets: les agriculteurs, les commerçants, les institutions et les régions voisines. Pour les agriculteurs, la mutation fut immédiate. Libérés des importations, ils devinrent de producteurs de savoir et non plus simples exécutants. Des milliers de micro-coopératives virent le jour, organisées par province, avec comptabilité ouverte et échanges intervillageois. Les anciens champs de coton furent reconvertis en cultures vivrières: mil, sorgho, nid et baies. Les pertes de rendement furent compensées par la réduction drastique des coûts d'achat. Nous travaillons plus, mais pour nous-mêmes, disait une paysanne du Kouritenga, micro à la main, sur les ondes locales. Pour les entreprises, le défi s'est transformé en opportunité. Des start-up agroécologiques ont émergé dans les villes: production de biochar, recyclage de déchets agricoles, fabrication de pulvérisateurs manuels. Les circuits courts ont stimulé la petite logistique, camions légers, ateliers de réparation, stations de compostage, et réactivé l'artisanat mécanique. L'État, par incitation fiscale, a consolidé ces filières. Pour les institutions publiques, le changement était culturel autant qu'administratif. Les fonctionnaires, autrefois simples exécutants de programmes d'aide, devenaient facilitateurs. Les écoles agronomiques ont révisé leurs programmes. Moins de dépendance au modèle d'importation, plus de valorisation du terrain. Le ministère de l'Agriculture a créé une direction des savoirs locaux chargée d'archiver les techniques paysannes éprouvées et de les standardiser pour les formations. Pour les pays voisins, enfin, le bouleversement burkinabé a eu un effet d'entraînement. Au Mali et au Niger, des motions parlementaires ont proposé de limiter les semences importées et d'encourager la production locale. L'AES a lancé un programme commun de certification régionale des graines indigènes. Une dynamique inédite s'est dessinée: une Afrique sahélienne qui échange ses ressources avant d'échanger ses dettes. Mais les risques demeurent. Les régions humides du Sud enregistrent encore des signes de maladies fongiques, faute de fongicides efficaces. Certains marchés manquent
de denrées importées de base, et la pression diplomatique occidentale s'intensifie, évoquant des suspensions d'aide. Ibrahim Traoré, dans un discours diffusé à la radio nationale, a répliqué sans détour « Si l'aide dépend de la soumission, nous n'en voulons pas ». Cette phrase, répétée en chœur dans les rues, a fait basculer le ton national, du doute à la détermination. Ainsi, le pays, fragilisé en surface, s'est consolidé en profondeur. Ce que le monde appelait crise est devenu, pour le Burkina Faso, une pédagogie du réel. Apprendre à tenir sans tutelle, à produire sans modèle et à marcher peut-être pour la première fois au rythme exact de sa propre terre. À l'horizon d'un an, 3 trajectoires se dessinent, chacune plausible, chacune porteuse d'un prix différent. Scénario de base, la stabilisation lente. Les rendements s'établissent autour de 85% de leur niveau d'avant-crise, mais la balance commerciale agricole s'améliore. Le Burkina Faso atteint une autonomie relative sur les engrais organiques et consolide ses alliances avec le Mali et le Niger. Ce scénario suppose des pluies correctes et la poursuite du financement interne par le fonds Seeds of Sovereignty. C'est le plus probable, exigeant mais soutenable. Scénario optimiste, l'effet de levier. Si les pluies demeurent non favorables et que les coopératives féminines atteignent leurs objectifs, le pays pourrait franchir la barre symbolique de 1,6 milliard de dollars d'importations évitées d'ici 12 mois. Les filières de biochar et de compost structuré deviendraient des exportations régionales. Ibrahim Traoré a laissé entendre qu'un institut sahélien des sols serait inauguré à Ouagadougou avant la fin de l'année, signal d'une montée en puissance institutionnelle. Scénario pessimiste, la rechute. Une saison sèche prolongée, combinée à un durcissement des sanctions occidentales, freinerait la dynamique. Les provinces du Sud, plus dépendantes des intrants, seraient les premières touchées. Dans cette hypothèse, l'État devrait arbitrer, protéger les récoltes vitales au prix d'une réouverture partielle des frontières. Le symbole tiendrait, mais la cadence sociale serait éprouvée. Entre ces chemins, un fil conducteur, la méthode. Un comité d'évaluation trimestriel est chargé de publier des tableaux de bord, rendement, importation évitée, stock, puis d'ajuster. Les chiffres servent d'outils, pas d'armes. La boussole demeure publique. Tenir la saison, sécuriser les vivriers, préserver la confiance. Pour éviter l'aveuglement, 3 garde-fous sont annoncés. Publier trimestriellement les écarts entre cibles et résultats. Prioriser les cultures vivrières quand les stocks baissent, déclencher des passerelles de solidarité AES si une province décroche. Ibrahim Traoré lie explicitement ces garde-fous à la confiance publique. On n'exige pas l'adhésion, on l'entretient par la preuve. Ainsi outillée, la boussole rend la marche plus sûre. L'année qui vient pourra trébucher, mais elle saura pourquoi, où et comment corriger sans renier la trajectoire. Pour comprendre ce que vit le Burkina Faso, il faut écouter ceux que l'on n'entend jamais. Dans les marchés poussiéreux de Ouaïgouya, des femmes racontent qu'elles n'achètent plus leurs semences, elles les échangent. Dans les écoles, des adolescents participent au potager collectif, curieux de voir la terre respirer à nouveau. Et dans les bureaux, des fonctionnaires versent volontairement une part de leur salaire au fonds Seeds of Sovereignty. Ce n'est plus un programme d'État, c'est devenu une habitude nationale. Ibrahim Traoré, lui, n'a pas cherché à transformer cette ferveur en culte. Il l'a canalisée en efforts mesurés. Ses discours sont sobres, sans triomphalisme. Il parle de corriger, de tenir, de comprendre ce que coûte la liberté. Dans un continent habitué aux promesses de miracles, cette modestie frappe. Elle installe un nouveau ton, celui de la constance, presque administrative. Le plus remarquable est ailleurs. La crise a réveillé un sens civique oublié. Les citadins, souvent détachés du monde rural, redécouvrent la valeur du sol. Les journaux locaux publient des témoignages de jeunes urbains retournant au village pour apprendre à composter. Les étudiants filment les semis et les diffusent sur les réseaux avec un mot d'ordre simple. Nous plantons pour comprendre. Et, à force d'exemples, l'ancienne distance entre ville et campagne se réduit en chemin praticable. On apprend, on essaie, on transmet. Ainsi, le mouvement né d'une décision politique s'est mué en pédagogie collective. Pour la première fois depuis longtemps, les Burkinabés parlent de souveraineté sans lever le poing, mais en baissant les mains vers la terre, voient une patience qui ressemble à une politique publique. Le gouvernement a présenté un plan d'action en 5 étapes.
pensé pour ancrer la transition dans la durée plutôt que dans l'élan. Étape 1, cartographier et transmettre. Chaque province dresse un inventaire des sols, des ressources organiques et des pratiques locales. Ces données, centralisées au ministère de l'Agriculture, alimentent une carte nationale de fertilité. Étape 2, former et accompagner. Des équipes mixtes, agronomes, enseignants, volontaires, forment à la production d'engrais organiques. Les universités transforment leurs laboratoires en ateliers d'expérimentation ouvertes. Étape 3, mutualiser et protéger. Les coopératives régionales bénéficient d'un fonds commun d'assurance climatique. Chaque perte déclarée donne lieu à compensation en semences natives ou matériel collectif, limitant l'endettement individuel. Étape 4, mesurer et corriger. Tous les 3 mois, un rapport public détaille les écarts entre prévisions et résultats, rendement, coûts, importations évitées. Cette transparence fonde la confiance et nourrit la pédagogie publique. Étape 5, étendre et inspirer. Le Burkina Faso prépare l'Institut sahélien des sols pour diffuser le modèle AES en Afrique de l'Ouest. Ibrahim Traoré insiste, ce que nous faisons n'est pas une exception burkinabé, mais une répétition africaine. Chaque étape, testée à échelle locale, devient un chapitre d'apprentissage continental. Et pour verrouiller la méthode, le gouvernement ajoute un garde-fou. Tout nouveau financement sera indexé à des indicateurs publiés, afin que la souveraineté reste mesurable autant que proclamée. Dernier point, assumé par l'exécutif et rappelé par Ibrahim Traoré. La souveraineté reste un verbe. Elle s'exerce, se vérifie et se transmet. Sinon, elle s'évapore. Aujourd'hui encore, cet horizon guide les décisions locales. Au soir du 15 mai, sous le ciel d'Ouagadougou, une foule s'est réunie pieds nus sur la terre rouge. Parmi eux, Ibrahim Traoré, vêtu d'une simple chemise, s'est agenouillé et a plongé sa main dans le sol. Ce geste, sans discours, valait tous les manifestes. Cette terre ne nous a jamais trahis, c'est nous qui l'avons trahie. La phrase s'est gravée dans la mémoire collective. Autour de lui, les visages étaient graves mais paisibles. Les paysans levèrent leurs outils comme on lève un serment. Des enfants observèrent en silence, comprenant qu'ils assistaient à plus qu'une réforme, une réconciliation. Ibrahim Traoré n'avait pas promis la richesse, il avait promis la cohérence. Dans un monde saturé de dépendance, c'est peut-être la seule promesse qui tienne. Et ce soir-là, on comprit qu'un pays peut manquer de tout sauf de direction. La main dans le sol disait le cap. Le vent du Sahel soufflait sur les champs de mil. Chaque épi semblait murmurer la même leçon. La dignité pousse lentement, mais elle prend racine profondément. Et, une fois enracinée, elle résiste aux saisons contraires. Le Burkina Faso n'a pas tourné le dos au monde. Il lui a rappelé qu'on ne bâtit pas l'avenir en louant sa terre à d'autres. Dans ce geste, Ibrahim Traoré n'a pas cherché l'isolement, mais l'exemple. Ce qu'il plante aujourd'hui, c'est une méthode que tout continent peut observer, semer sans permission, produire avec mesure, tenir sans panique. Pour ceux qui regardent cette expérience depuis d'autres horizons, la question demeure. Que vaudrait notre propre liberté si elle dépendait d'un conteneur venu d'ailleurs ? Si cette histoire vous touche, partagez-la. Si elle vous interroge, notez un mot, une impression. Et si vous pensez que la dignité devrait diriger les politiques avant les profits, restez ici. Chaque ligne, chaque récolte, chaque mot compte pour comprendre comment un peuple transforme la faim en souveraineté. Va la crise en apprentissage utile, parce qu'au Burkina Faso, la terre ne se vend plus, elle s'écrit, et cette écriture patiente appelle des lecteurs responsables.